Caroline, bonjour tout le monde. On est le 8 décembre 2024. Ça va être mon dernier enseignement de 2024. On va se revoir en 2025. J'espère que tout le monde a apprécié. Ah non, je viens de starter l'enregistrement. C'est une blague. Bon, parfait, le petit comique. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Je m'en suis pas mêlé souvent. Mais je me rends compte que nos démocraties à l'échelle internationale sont de plus en plus malades. M'entendez-vous bien, tout le monde? C'est tout correct pour tout le monde? C'est bon? Parce que mon micro me semble qu'il est bas un peu. Je vais juste redresser un petit peu plus comme ça. Vous me direz si le son est encore meilleur. C'est-tu encore mieux comme ça ou ça ne change rien? Non, c'est pareil. OK, merci. Donc, je vais te mettre copilote, Daniel, si jamais tu as du monde Oui, qui arrive en cours de route. ça Co-host, marche. merci. Parfait. Donc, c'est ça. C'est une chose qui m'obsède beaucoup depuis nombre d'années. Je sais que j'ai très peu de pouvoir dessus, mais la démocratie à l'échelle mondiale, je la trouve de plus en plus malade. Je trouve que c'est quelque chose qui est important de pouvoir prendre le temps de s'y attarder. Ce matin, c'est encore plus fort. J'ai eu le privilège d'être invité au déjeuner de la mairesse. Extrêmement fier de cette nouvelle mairesse-là qu'on a pour la ville de Gatineau. Une personne qui prend beaucoup de positions et de décisions envers l'itinérance. On a eu une augmentation dans notre ville de plus de 267 de croissance de besoins au niveau de l'itinérance. Quand on sait qu'on est un pays où il peut faire grand froid, cette semaine, on a eu des -18. Je pense que c'est important de commencer à agir longtemps en avance. Les démocraties de notre société sont malades pour plusieurs raisons. Les gens ont l'impression de ne pas pouvoir réussir à s'affirmer, de ne pas se sentir représentés d'une manière adéquate. On peut dire tout ce qu'on veut contre toutes les positions politiques qui existent à l'échelle internationale, de l'extrême droite. L'extrême gauche est plutôt rare, mais de la gauche vers la droite, peu importe les pays d'où on est. Mais à chaque fois qu'on voit l'extrême droite venir au monde, puis s'afficher, puis s'affirmer, normalement, ça finit par se diriger vers des situations difficiles au niveau mondial. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ça qui est en route actuellement. Puis là, c'est le fun au bout parce que les gens positionnent. Non, 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 il est absolument pas de l'extrême droite, monsieur ou madame un tel. C'est juste un peu à droite. Moi, je suis désolé, mais dans la réalité, je trouve que les positions de droite sont souvent associées à des positions machistes et à des positions où l'homme est hautement majoritaire. J'ai fait le visionnement avec ma fille dernièrement d'un film, d'une série ou d'un documentaire qui porte sur l'apparition de positions machistes. Puis ça, je trouve que ça fait très extrême droite. C'est correct que des couples décident d'avoir une position plus traditionnaliste, que la femme reste à la maison, que l'homme travaille. Ça appartient, je pense, au couple de prendre ces décisions-là. Je pense pas que ça appartient des sociétés. À partir de l'instant où on dit une femme ne peut pas occuper une position de travail, une position d'affirmation, là, je pense qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas porté à vouloir prendre position en disant surtout pas position qu'un être humain, à cause de son sexe, pourrait ou ne pourrait pas avoir accès à certaines fonctions. La démocratie est malade parce que certaines personnes ne se sentent pas représentées, j'en suis fermement convaincu. Je crois qu'il faut qu'on puisse accepter la représentation la plus large possible. Et je suis désolé si ça fait que pour les politiciens, c'est plus difficile
à obtenir consensus et à obtenir un avancement sociétal. Mais je pense que la collaboration à- auprès des élus, entre les élus, je pense que ça, c'est vital. Je sais qu'en Italie, ils ont eu la chance de pouvoir avoir plus accès à une démocratie, qui fait qu'aussi c'est plus difficile à diriger. On se retrouve avec énormément de partis différents, avec énormément de positions différentes. Puis en Europe, ça se fait beaucoup, beaucoup plus qu'en Amérique. Aux États-Unis, on a le droit à deux partis, républicains, démocrates. Au Canada, on est rendu à peu près à cinq. Puis il y a vraiment une polarisation vers la gauche, puis une polarisation vers la droite, ce qui fait que normalement, on devrait avoir des gouvernements relativement centristes, mais c'est absolument pas ce qui se passe. Parce que des gouvernements au Canada, en tout cas, lorsque quelqu'un qui est plus à droite est élu avec un 25, 30, 33 des votes, il dirige comme s'il était seul maître à bord et il fait aucune négociation avec aucun autre parti. Donc, ça fait qu'énormément de gens se sentent frustrés parce que 70% de la population ne l'ont pas élu. Puis, il n'en tient pas compte de les décisions, puis il n'y a pas de... On va mettre l'eau dans notre vin. Lorsque les gens sont élus de manière très majoritaire, alors là, ils se disent, bah, c'est bon, j'ai 60-70% de la population derrière moi. La difficulté qu'on a, c'est le derrière moi reste pas à travers le temps. Vous, en France, ceux qui sont français, je sais que ça dure environ 7 ans, la prise au pouvoir. Je ne connais pas tous les partis politiques de partout dans le monde. Nous, au Canada, c'est beaucoup 4 ans. Puis aux États-Unis, en réalité, c'est presque 2 ans. Ils ont 4 ans de pouvoir en réalité, mais dans les faits, avec les élections de la contrepartie, après 2 ans, ils perdent énormément de pouvoir, les présidents américains, si ce n'est pas tout le monde qui les suit. Donc, par défaut, aux États-Unis, ça leur coûte des milliards. Puis c'est pas un jeu de mots, là, c'est au sens littéral. C'est des milliards d'argent mis en route pour réussir à élire les personnes qui veulent avoir. Puis le fait d'avoir deux choix, ça l'oblige à une polarisation qui est plus ou moins agréable. Puis de l'autre côté, quand on a beaucoup trop de partis, ben, on se retrouve avec une grande dispersion des voix. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait une plus grande division dans la position possible des gens, mais le travail qui doit être fait et qui devrait être fait, c'est de l'acceptation de ramener une majorité de personnes en position pour obtenir une majorité de personnes qui sont d'accord avec les concepts puis les décisions qui sont prises. La fameuse ligne de parti, je ne sais pas combien de pays vous avez en fonction, juste à lever la main si vous êtes obligé d'avoir ça dans votre pays, ça va m'aider à comprendre un peu à l'échelle internationale avec l'Europe. Mais pour nous ici, c'est une chose qui est extrêmement désagréable. Cette ligne de parti-là, lorsque la ligne de parti est décidée, peu importe le représentant local, régional, sa position à lui, ce qui serait favorable pour lui dans sa position, il ne peut plus la suivre. Il ne peut plus suivre sa ligne de pensée personnelle. Il est obligé de suivre la ligne du parti. Mais ça, la ligne du parti, c'est pas nécessairement une bonne chose pour les gens dans leur localité, dans leurs besoins personnels. Fait que c'est toutes ces choses-là qui nuisent, ça finit par nuire à la démocratie à l'échelle internationale. Puis plus on répète plus qu'on se positionne de façon à retirer le droit démocratique des êtres humains, plus les gens se prennent une distance en disant c'est toute la foutaise, il n'y a rien qui se passe, on ne réussit pas à concrétiser d'une manière réelle notre position personnelle. Puis à long terme, c'est ça qui va créer énormément de chamboulements dans les années et les décennies à venir de réussir à avoir un rassemblement qui fait que les gens puissent s'unir en conscience, en pertinence, puis de réussir à accepter de partager des positions essentielles, je crois que c'est là.
le secret profond d'une démocratie encore à construire. C'est pas parce qu'on a une démocratie dans notre pays qui date de plus de 100 ans ou plus de 100, 300, 400 ans. C'est pas à cause que ça existe que vous êtes en sécurité pour autant. Je crois que ce qui est un avenir prometteur, c'est les démocraties qui vont accepter de se renouveler en permanence. Parce que les démocraties qui ont arrêté de se renouveler, qui ont tu sais, est-ce qu'on accepte qu'une personne qui s'est faite reconnaître coupable de crimes relativement graves soit au pouvoir? Est-ce que tous les pays sont prêts à accepter ça? Est-ce que quelqu'un qui serait un pédophile, un violeur, pourrait être reconnu acceptable pour prendre le pouvoir d'un pays? Si les gens ne sont pas d'accord, ça devrait être des choses qui devraient être sécurisées, être garanties dans vos constitutions individuelles à l'échelle internationale. La démocratie parfaite n'est pas encore inventée. La démocratie qui va se perpétuer pour des millions d'années n'est pas encore réalisée. Tant son temps qu'on n'aura pas plus de 70% des gens qui votent à chacune des élections, peu importe le parti. Moi, aujourd'hui, je n'essaie pas de prendre position dans une position à gauche, à droite, au centre. J'essaie pas de prendre position. Mon but pour moi, c'est que chaque être humain devrait avoir un droit de parole, devrait être entendu et écouté, puis qu'il devrait avoir des représentants pour cette personne-là. Que cette personne-là arrive à l'élection puis qu'elle la reçoive 10 votes, ça a parlé. Ça veut dire que tu as 10 personnes dans un pays de X nombre de millions de personnes qui ont voté pour elle. La représentativité des personnes qui sont élues devrait aussi commencer à être respectée. Beaucoup plus. Il devrait avoir toujours un principe de voir de la proportionnalité. Lorsque les gens se prononcent, lorsque les gens se présentent, ils devraient avoir le droit d'être représentés dans leur façon de voir et de penser. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile, puis je sais qu'on a beaucoup de difficultés à l'échelle nationale et internationale à accepter d'écouter ce qui n'est pas dans notre ligne de pensée, dans notre ligne de vision de vie. Il y a des terres platistes, je me prononce actuellement en mettant une image permanente derrière moi, antiplatiste, en disant que j'affirme que la Terre est ronde, avec relativement beaucoup de preuves à l'appui, mais je crois que c'est important. C'est important qu'il y ait des choses qui puissent être mises en place claires de manière pertinente, de manière constante. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment remettre en question. Puis tant son temps que ça se fait d'une manière scientifique, que les gens puissent accepter les faits scientifiques profonds, bien à ce moment-là, moi, j'ai pas de problème. Mais quand ça commence à devenir de la fabulation où il n'y a aucun lien scientifique qui se rattache, ou qu'une personne déclare une chose, puis ça devient une vérité absolue, mais que ce ne l'est pas, qui devient l'arbitre? Qui devient une conscience, la droiture? Normalement, ça serait le travail des journalistes de réussir à dire ça, c'est pas correct, ça, c'est pas droit. Mais je pense qu'à l'échelle internationale, on a pris une décision pour diminuer grandement le pouvoir journalistique au niveau national et international. Et j'en suis très désolé. Puis le fait d'avoir des journalistes qui sont dans tout plein d'endroits, dans tout plein de positions, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment prétendre avoir la vérité absolue. Une chose que je ne peux, malheureusement, pour moi, je ne peux pas prétendre à ça. Pourtant, je travaille dans un domaine où ce que c'est qu'il n'y a rien de clair, c'est spirituel. Mais par contre, je sais qu'à long terme, c'est une chose qui est permanente. On doit toujours se remettre en question, surtout si on n'est pas absolument sûr et certain d'avoir absolument raison. Puis c'est le fun, parce que le passé, si le passé est garant de l'avenir, de très grands scientifiques
ont pris des très longues années pour réussir à pouvoir élaborer. Albert Einstein est mort en pensant qu'une de ses plus grandes théories était une erreur. En 2024, on vient de prouver que même cette théorie-là, qui avait aucun fondement scientifique, il avait raison. Mais il avait raison depuis longtemps parce qu'il est mort en pensant que c'était sa seule grande erreur. Puis finalement, il avait raison. On vient de prouver par les faits scientifiques qu'il avait raison en 2024. Je trouve ça merveilleux d'avoir des génies extraordinaires qui ont une très longue vision d'avance sur leur temps. Puis la démocratie, ben, est encore à améliorer sans arrêt, de manière permanente, autant à partir de l'individu. Puis je pense qu'on doit commencer à partir de nos rêves, nos buts, puis améliorer. Peut-être qu'il y a un nouveau nom à y donner, une nouvelle façon de faire, mais puis je pense qu'on doit apprendre à travailler pour être capable d'accueillir, premièrement, les changements climatiques qui s'en viennent, risquent d'être incroyablement porteur de changement. Attachez vos tucs avec de la broche barbelée parce que ça va brasser dans les années à venir. Si tous les changements climatiques s'annoncent, la montée des océans à plus de 2 mètres à l'échelle internationale, il y a énormément d'endroits où ça va devenir impossible de vivre. Donc, je ne parle pas juste dans les décennies, mais vraiment dans les siècles à venir. Il y a énormément de changements qui s'en viennent. Puis la meilleure façon de s'adapter, ben, c'est d'être accueillant, puis d'avoir la plus grande diversité, la plus grande façon de voir. Il faut accepter aussi, là, je vais me connecter au peuple autochtone. Le peuple autochtone m'a donné un titre, porteur de feu, dans la tradition des pieds noirs, ici, dans ma région. Porteur de feu, c'est un de mes travaux que j'essaye de faire de manière régulière. Je suis désolé pour le sujet un peu différent de mon potentiel habituel, mais je pense qu'il faut que ça soit fait. Je pense qu'il faut qu'on accepte de mettre les cartes sur la table. Donc, c'est ça. Pour la politique, j'y crois profondément. Je crois qu'il faut que ça soit plus connecté aux gens. En ce moment, la politique municipale offre un potentiel incroyable d'aider aux gens dans leur situation puis dans leurs problématiques personnelles profondes. Mais je pense qu'on devrait prendre l'exemple du municipal où il n'y a pas le choix d'agir pour régler plein de petites choses, puis améliorer ça. Là, je vais aller plus loin encore. Quand je parle de vote, de démocratie, puis de ces choses-là, nos sociétés actuellement ne sont pas optimales. On n'a pas encore atteint l'efficacité maximale pour rendre les gens en santé, puis à long terme, que la qualité de vie soit reproductible pour une longue période de temps dans le futur. Donc, par défaut, nos sociétés sont encore à réinventer. On doit réinventer nos villes, de reconstruire nos villes, qu'on soit beaucoup plus rapprochés les uns des autres, qu'on soit capable de se déplacer facilement, d'une manière durable et d'une manière idéale pour la santé, de faire qu'on a un exercice physique de 20 minutes, une demi-heure le matin, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes le soir. Ça serait la façon optimale d'augmenter notre qualité de vie, que sur la route, il soit facile de faire nos courses, nos épiceries, etc., etc. Ça serait la façon optimale. Puis il faut qu'on puisse être capable de vivre ces vies-là. Puis lorsqu'on devient une personne âgée, qu'on puisse avoir accès facilement à pied pour qu'on puisse vivre notre vie dans un quartier où on peut garder ce qui est le maximal pour la qualité de vie des gens. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup espoir. Je préfère beaucoup plus que les gens entourent leur société autour d'un vélo électrique qu'autour d'une voiture. Ça, c'est prendre position fermement. Puis idéalement, ça serait le vélo, pas d'électricité. Ça serait encore mieux, ça serait encore plus durable. Mais on le sait, comme vous le savez très bien, il y a tout plein d'incapacités, il y a tout plein de défis physiques personnel et psychologique.
moi, personnellement, je suis un adepte du vélo électrique à l'âge que je suis rendu avec mes défis personnels qui sont les miens, mes difficultés au niveau de mes articulations, etc., etc. Pour moi, j'apprécie énormément ça. Puis moi, cet été, j'ai eu le privilège de pouvoir m'en acheter un au début de printemps, puis je l'utilise au maximum. Si j'avais l'option j'ai mon vélo en ce moment, je ne peux pas en servir à l'hiver, mais si j'avais l'option, c'est sûr que je m'en servirais encore plus. J'aime énormément cette façon-là de véhiculer. J'ai trouvé ça fabuleux. Je passe à travers d'un parc naturel dans mon parcours. J'ai vu une quantité de dindes incroyable durant toute la saison. J'ai vu toutes les naissances, des bébés, des canetons, les canards, les outardes. J'ai vu des chevreuils, j'ai vu des hérissons même en début de printemps. J'ai vraiment aimé toute la nature que je voyais de manière quotidienne, presque à tous les matins. J'étais extrêmement impressionné de côtoyer tous ces animaux-là. J'ai trouvé ça fabuleusement intéressant. Puis moi, je passe à travers ce parc-là le matin pour me rendre au travail, puis je passe à travers ce parc-là le soir pour revenir chez moi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que tout être humain devrait pouvoir avoir accès à ça. Je trouve que ça reconnecte. Moi, ça me disconnecte quand je pars de la maison le matin pour m'en aller au travail. J'arrive au travail, je me sens totalement disponible. Puis quand je me pars de la job, je passe à travers tout ça le soir en revenant, je reviens à la maison, puis je me sens disconnecté de mon travail. Je trouve que c'est une façon fabuleuse de vivre une vie. Puis j'aimerais que tous les êtres humains de partout sur Terre, les gens puissent avoir accès à ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça aussi, ça fait partie de la démocratie, de pouvoir réussir à avoir une meilleure qualité de vie. Je vais oser me positionner parce que, évidemment, pour ceux qui sont au courant, euh, j'ai perdu une belle fille fabuleuse qui s'est faite frapper en vélo, malgré sa grande santé et sa grande forme. Puis avec très local pour ici, en Ontario, le premier ministre de l'Ontario a pris la décision de détruire des pistes cyclables à Toronto. Quand on sait qu'il y a plusieurs cyclistes qui continuent à mourir annuellement dû aux problématiques de circulation entre cyclistes et voitures, je pense pas que de retirer de la protection aux cyclistes est une bonne idée. Je pense pas que c'est un moyen viable. Puis, c'est ça. Je suis désolé de prendre position contre ça, mais on n'a pas le choix. Il faut toujours aller. Idéalement, là, j'aime beaucoup, beaucoup la façon de parler autochtone. La façon de parler autochtone, on disait toujours une flèche, on peut facilement la casser. Mais si on réunit une grosse quantité de flèches, ça devient presque impossible à casser parce que chacun a une puissance et une résistance. C'est pour ça que je crois qu'il est temps de réunir les personnes conscientes, les personnes valeureuses, les personnes courageuses pour augmenter la pertinence puis l'avancement de l'humanité. Je sais qu'on est un super minuscule petit groupe qui se réunit de manière régulière. Merci à tous ceux qui viennent chercher les vidéos sur YouTube après la publication. Je sais que les chiffres m'impressionnent. J'ai des vidéos qui sont dans les centaines. Je suis extrêmement content de voir ça. Euh, fait que c'est ça. J'espère que ça va parler aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de vouloir améliorer, travailler, puis j'essaie d'observer absolument tout ce qui se passe, puis on n'a pas atteint le sommet de l'humanité. Il faudrait que la démocratie parle tellement fort, qu'elle soit tellement porteuse, tellement lumineuse, que les gens soient prêt à prendre des risques de quitter des pays où en ce moment c'est de la lourdeur, pour ne pas dire des très mauvais traitements, l'empêcher d'être libre démocratiquement, d'être libre
individuellement, d'être capable de faire fleurir son cœur vers ce qu'il croit avoir le droit et la permission de vivre. Je sais que ce n'est pas tous les pays en Occident qui sont prêts à accueillir, mais dans le futur, vous n'aurez pas le choix, mes amis. C'est tous ceux qui ne sont pas prêts vont se faire ramasser, puis fermer l'ouverture à des gens qui n'auront plus accès à de la terre parce que l'océan prend la place. Ça va devenir une évidence. Pendant plusieurs décennies, on a entendu des gens qui refusaient de croire au changement climatique, puis maintenant, ils arrivent. Ils sont de plus en plus en place. On les vit d'une manière drastiquement présente, omniprésent, puis les conséquences sont de plus en plus fâcheuses. Monsieur Ford, lorsqu'il a inventé, hey, la traduction, ça va être l'enfer s'il essaie de traduire ce texte-là, ça va être épouvantable. Je roule en feu. Je m'excuse. Il n'y aura peut-être pas de traduction jamais. Finalement, là-dessus, ça va être impossible pour Marita puis la gang. Euh, dans Monsieur Ford, quand il a inventé la voiture, il avait une bonne idée. Il voulait donner accès à son invention au moins à tous ses ouvriers. Donc, de rendre la voiture accessible au niveau financier. L'idée était super bonne. Mais la contrepartie, le territoire américain est tellement grand, c'est tellement grand. Les pays en Amérique du Nord sont tellement gigantesques, les gens s'en rendent vraiment pas compte. Moi, j'avais un ami qui était chauffeur de taxi à Montréal, puis il prenait du monde à l'aéroport à Montréal, puis les gens disaient, j'aimerais aller à Vancouver. C'est parce que c'est 7 jours en voiture à Vancouver. On peut pas aller à Vancouver de Montréal, là, T'es mieux de reprendre l'avion tout de suite pour te rendre d'ailleurs parce que c'est long, là. C'est vraiment long. Le territoire, il est gigantesque. Puis M. Ford l'avait compris quand il a voulu inventer sa voiture en disant on va donner accès. Mais ce que ça a fait, ça l'a divisé, ça l'a dilué. Au lieu d'avoir des super grosses villes, ce qu'on finit par avoir quand même aux États-Unis, avec New York, avec des grosses, grosses villes, Californie. Parce que quand le climat est merveilleusement intéressant, quand tout le monde s'en va au même endroit, on n'a pas le choix, on finit par monter en hauteur. Mais au Canada, on n'a pas encore ce phénomène-là. Il commence à peine dans des grandes villes, Montréal, Toronto, mais pour tout le reste, c'est énormément dilué. On est énormément divisé partout. On essaye d'occuper le territoire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on l'occupe d'une manière intelligente, pertinente, efficace. Puis la première chose à laquelle ça devrait être efficace, c'est à l'être humain. Il faudrait que la qualité de vie des êtres humains s'améliore dans les centres-villes. Il faut que la qualité de votre vie en santé soit propagée, augmentée, comme qu'elle fleurisse littéralement. Puis ça, si on peut faire ça de la naissance jusqu'à la mort, peu importe notre âge, ça serait extraordinaire. C'est ça que j'essaie d'inspirer. J'aimerais ça que les gens puissent s'en prendre une partie en totalité ou en partie ces paroles-là, puis essayer de créer des nouvelles synergies de groupe de tout le monde ensemble. Premièrement, si on réussit à rassembler dans des communautés agréables, joyeuses puis merveilleuses où les gens peuvent se côtoyer les uns les autres, puis de faire qu'on augmente la terre vierge autour, la forêt, on pourrait peut-être penser à reverdir des quartiers qui en ce moment sont des quartiers unifamiliales avec une seule maison. Par défaut, on augmente la biodiversité. J'avais beaucoup aimé lire le protocole de recherche où on voyait que si les gens avaient plus de villes autonomes les unes des autres, les pandémies ne pourraient pas exister comme qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on est rendu tellement répandu, on est tellement étalé sur la distance que quelqu'un qui arrive à l'aéroport de Montréal, qui s'en va à Ottawa, 2 heures de route plus loin, s'il a attrapé quelque chose, ça se propage à une vitesse de fou. Fait que
c'est tous ces facteurs-là qui sont des facteurs normaux. Puis plus il y a de l'espace à la biodiversité, plus on diminue les pertes de diversité, les pertes d'une tonne de choses. C'est naturel d'avoir de la place, puis la planète ne nous appartient pas en tant qu'humains. On a le droit de travailler à la coexistence entre humains et tout le reste du vivant, qui est animal, végétal, etc., etc. C'est vraiment une collaboration de travail avec absolument tout le monde ensemble. Puis tout le monde a le droit à partager, coexister, puis à travers ça, moi je vous le dis, là, en vélo, je trouve ça fabuleux de passer à travers ma réserve naturelle en faisant ma piste cyclable. J'aime énormément ça. Puis j'ai même fait un léger détour pour suivre la rivière pendant plusieurs kilomètres. Le matin, ça fait du bien. L'énergie change, l'humidité, l'air qu'on respire n'est pas la même lorsqu'on passe proche de grands cours d'eau. C'est des choses qui sont bonnes. C'est des choses qui sont saines, autant pour le mental, le psychologique, l'émotionnel. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis là, je sais qu'il y a plein de frustrations, là. J'en vois des cyclistes de performance qui sont extrêmement frustrés d'avoir des gens, des petites familles avec des petits-enfants qui se promènent sur la piste cyclable. S'il vous plaît, Caroline, tolérance, 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 amour, partage. On essaye de tout le monde se garder en forme de la façon, avec les moyens qui nous sont accessibles. Puis la marche, ça reste l'activité numéro un à conserver le plus longtemps possible dans votre vie. Plus longtemps vous gardez la marche active, plus longtemps vous risquez de garder une qualité de vie. Une autre chose que je veux parler aujourd'hui par rapport à la démocratie, la santé humaine, la collaboration. Juste avant que j'ouvre mon ordinateur, j'ai entendu ce que je présumais, mais sans preuve scientifique, depuis très longtemps. Plus on travaille profondément sur nous, plus on fait les activités, plus on se garde engagé, plus on reste actif, on reste impliqué dans notre communauté, autour de nous, pour les gens qu'on aime ou en bénévolat, ça serait une immense préservation de nos capacités cognitives parce qu'il y aurait un renforcement de nos cellules cognitives. Les cellules qui sont saines, il y aurait une protection qui deviendrait autour de nos neurones, qui fait que les neurones seraient protégés davantage à long terme. On s'en est longtemps, longtemps douté parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de travailler avant 80, 85 ans. Puis ces gens-là, c'est bizarre, ils ont toute leur capacité cognitive, ils ont gardé une qualité de forme physique incroyable. Fait que ça, c'est intéressant, c'est pertinent. Moi, en 2024, là, le 8 décembre, je travaille actuellement comme animateur dans une résidence de personnes âgées, que j'aime énormément ce travail-là. C'est fou. C'est le premier travail de ma vie que j'aime autant que ça. Ce que j'essaie de faire à l'intérieur de cette résidence-là, c'est de garder le maximum de zones différentes à l'intérieur du cerveau actifs. Je fais autant des jeux, de la discussion, de la réflexion philosophique, de la réflexion positive. Puis là, je travaille sur d'autres nouvelles choses pour 2025, où ce que c'est que je vais essayer de faciliter la prise de contact, l'amalgation entre les personnes de la résidence pour que les personnes apprennent à se connaître, à avoir plus de plaisir, à trouver les personnes avec qui ils sont bien, etc., etc. Ça, pour moi, c'est une façon de faire positive. C'est une façon de faire qui, à long terme et à très, très long terme, va devenir porteur. J'ai pas de preuve de ce que je dis là. J'ai pas de preuve scientifique, mais de tout ce qui a été écrit jusqu'à date au niveau des problèmes neurocognitifs, de rester actif, de s'impliquer, même quand ça commence à diminuer, quand on sent qu'on commence à en perdre, plus on reste connecté, plus on reste en communion avec nos idéaux, les choses qu'on a toujours rêvé de faire, puis qu'on continue d'accomplir des tâches le plus possible d'une manière régulière et quotidienne, plus on augmente la qualité de sa vie.
Puis plus on est en forme physiquement, plus on est capable de... Quand on va tomber malade, on va tomber malade moins longtemps, puis après ça, on va mourir. Mais la qualité de vie va augmenter en proportionnalité par rapport à la qualité de la santé que l'on a. Bon, pas pire, ça. 35 minutes, ça à rouler à fond de train. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête cela. Je vais ouvrir les commentaires pour ceux qui sont présents. Tout le monde est absolument bienvenu si jamais ça vous intéresse. Y a-t-il une manière qu'on peut écrire un courriel officiel pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont jamais été là en présence, là? Je vais vous revenir là-dessus pour ceux qui sont sur YouTube seulement, là. Si jamais un jour vous voulez rentrer en contact pour avoir accès à ces vidéos-là qu'on fait le dimanche à 2 heures, heure du Québec. Il y a du monde d'un peu partout qui se connecte, mais pour le futur, vous êtes bienvenus. Je pourrais te donner mon courriel personnel. Mon courriel personnel, c'est log.mario@gmail.com. log.mario@gmail.com. Fait que si jamais vous êtes des gens qui avaient juste vu des vidéos sur YouTube puis que ça vous intéresserait de participer aux vidéos d'enregistrement, mon retour pour 2025 cette année, là, cette année, exceptionnellement, je vais travailler le 24 décembre, mais normalement, les années futures, je ne devrais plus avoir à travailler dans des dates comme ça normalement. Puis là, cette année, j'ai congé jusqu'au 3. Donc, de retour le 12, dimanche, le 12 janvier. C'est noté, Daniel? Je vais être de retour le 12 janvier. J'espère que vous allez passer un agréable, un beau et un bon temps des fêtes, rempli de joie, de bonheur, d'harmonie, de santé, 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 de la prospérité, que votre conscience et votre pertinence soient disponibles en abondance pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Voilà ce que je vous souhaite le plus profondément de mon cœur. Pour vous, puis tous ceux que vous aimez, là, c'est extrêmement important, ça va très large. Je ne veux pas limiter le choix de passion que je peux essayer de vous donner. Puis si vous êtes capable d'avoir accès à de la passion pour la compassion, Colin, nourrissez ça le plus que vous pouvez parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un super beau secret pour avancer à l'intérieur de cette humanité. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt. On se revoit le 12 décembre, puis je ferme l'enregistrement, puis j'ouvre la parole à tous ceux qui sont présents.